Le procès du 28 septembre tend vers sa fin. Les réquisitions et plaidoiries sont prévues pour le 13 mai prochain. Et déjà, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on a fait autant de bruit pour ça? Est-ce que déjà c'est la fin? Est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Est-ce que les confrontations se sont passées comme il faut? Beaucoup de questions se posent. Pourquoi il n'y a pas eu de transport judiciaire sur ce qui a été longtemps appelé comme étant des fausses communes à certains endroits de la capitale? Est-ce que aujourd'hui la Guinée a gagné de la crédibilité sur le plan judiciaire par rapport à ce procès? Est-ce que la CPI sera en droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord, la procédure n'a pas été respectée, ou bien tout s'est bien passé? Est-ce que la CPI a son mot à dire dans ce qui va se passer dans cette affaire? Si il y a qualification et que les crimes sont considérés comme des crimes contre l'humanité, est-ce que le président aura toujours le droit de grâce sur ce qui se passe dans ce procès? Alors c'est entre autres des questions que beaucoup se posent et que mes invités auront la lourde responsabilité de répondre. Je vais me tourner vers vous. Vous avez suivi ce procès. Dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement des débats? Merci beaucoup Yacine pour la question et merci pour mes collègues ici présents sur le plateau. En effet, autant je suis satisfait par rapport à la tenue de ce procès parce qu'on attendait effectivement l'organisation de ce procès. Vous savez, les événements concernés datent de 2009 et nous sommes aujourd'hui en 2024. Et je fais partie des personnes qui avaient commencé à dire que, attention, il y a la question du délai raisonnable. Les victimes qui attendent la tenue de ce procès ne sont pas éternelles. C'est des gens qui sont appelés à mourir. Idéalement, il faudrait organiser le procès pendant que ces victimes-là sont encore vivantes pour que, au moins, qu'elles voient que la justice a été rendue. Donc, sur ce plan, ça a été une satisfaction pour moi. Cependant, autant je suis satisfait de l'organisation de ces procès-là, autant j'ai des réserves. Parce que, idéalement aussi, je souhaiterais que, en tout cas, le procès soit à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. Vous voyez, quand on a dit que finalement il y a un tribunal, les faits vont être jugés, ça a suscité beaucoup d'espoir. Maintenant, vous savez, on dit tout est bien qui finit bien. Donc c'est la fin du procès. À la fin, c'est-à-dire c'est quand le verdict ou les verdicts vont tomber, c'est là qu'on saura si en tout cas le tribunal a été à la hauteur des attentes. C'est là qu'on saura si le procès s'est passé globalement et in fine dans de bonnes conditions. Parce que, permettez-moi de mettre l'accent sur quelque chose. Vous savez, je disais ici qu'en matière de justice transitionnelle, il y a deux grandes théories qui s'affrontent. Il y a la théorie de la dépénalisation. On ne poursuit pas, on cherche à réparer, on fait table rasa sur le passé, on construit le futur. Mais il y a la deuxième théorie qui est la théorie de la globalisation. Et j'imagine que c'est pour cette théorie qu'on a opté, parce qu'elle consiste à punir les présumés bourreaux ou coupables, ensuite à donner réparation aux victimes, et parfois même à éclaircir des zones d'ombre sur la question des disparus. Et permettez-moi que j'ai géré une situation en 2010, en 2009, une situation qui concerne la 46e promotion. J'ai personnellement une amie de promo qu'on appelle Awa Diallo. Dans la commission chargée des festivités de fin de cycle, j'étais le chargé des affaires sociales. Awa Diallo a participé malheureusement à ces événements-là et elle a disparu. Elle ne fait pas partie des 157 corps qu'on a retrouvés. Donc, elle fait partie des disparus. Donc, idéalement, nous souhaiterions savoir où elle a été enterrée et les ossements ou le reste de son corps, nous voudrions récupérer ça et mettre à la disposition de sa famille. Mais s'il n'y a pas eu de transport judiciaire, des zones d'ombre planent encore, alors qu'on tend vers les plaidoiries et réquisitions, on va se poser des questions par rapport à la situation des disparus. Mais permettez-moi juste pour finir de donner une petite explication sur les notions judiciaires qui sont en jeu ici.
la notion de plaidoirie. Oui, on et va la en notion parler. de réquisitoire pour les étudiants. Je vais revenir à D'accord. vous là, c'est Ok. de façon globale. Je vais me tourner vers vous parce que les étudiants nous suivent, les étudiants de Symphonie et d'un peu partout en Guinée. On est à une phase qu'on dit décisive. C'est la phase de plaidoirie et réquisition. Déjà, c'est quoi phase plaidoirie, réquisition? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire, plaidoirie et réquisition? Réquisition et plaidoirie. Réquisition et plaidoirie, d'accord. C'est ça, vous voyez la logique. Donc, c'est pas plaidoirie et réquisition. C'est Je rectifie, réquisition et plaidoirie. Merci beaucoup. Je parle sous le contrôle de mon cher confrère. Il a le droit de compléter après s'il y a des erreurs. Mais en effet, la notion réquisition, la notion de réquisition, c'est du côté du parquet. Okay. C'est le parquet qui requiert. Quand on dit parquet, c'est ce qu'on appelle les procureurs, c'est ça? C'est ça. D'accord, de façon simple. Ils sont 3. C'est ça. Ok. Donc c'est en quelque sorte l'avant-dernière étape d'un procès pénal. Je dis l'avant-dernière parce qu'après il y a le délibéré qui viendra clore le verdict. Oui, c'est ça, le verdict. D'accord. Maintenant je dis, c'est un discours qui est tenu par le parquet, soit pour charger les personnes inculpées et en demandant une peine précise qui va leur être applicable, soit pour demander leur relax, ça dépend aussi des niveaux, ou leur acquittement, ça dépend des juridictions. Okay. Donc quand le parquet s'exprime dans un sens ou dans l'autre, à la fin, c'est-à-dire que c'est le dernier mot en quelque sorte, parce que le tribunal va désormais se retirer dans son intimité pour le délibérer. Donc le dernier mot du parquet, dans une salle où le procès se tient, c'est ce qu'on appelle les réquisitions. C'est un discours. D'accord. Un discours qui est orienté dans un sens ou dans un autre. A contrario, du côté des avocats, l'avocat plaide en faveur de son client. Et là aussi, il peut plaider à décharge. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que mon client n'est pas responsable des faits qui lui sont reprochés et je demande sa libération ou son acquittement ou je demande qu'on le relaxe purement et simplement. L'avocat peut aussi avouer, c'est-à-dire que les faits sont têtus et il reconnaît en toute objectivité, parce qu'il y en a qui pensent que l'avocat est là pour mentir. Non, c'est pas ça. L'avocat est là pour défendre. Donc là aussi, il peut avouer et puis demander des circonstances atténuantes en faveur de son client. Donc en quelque sorte, c'est comme quand on demandait à chacun de tenir un discours qui constitue son dernier mot lors de la confrontation ou lors du procès. C'est à l'issue de ces deux discours, parfois opposés, parfois allant dans le même sens, ça dépend de l'attitude de chaque partie. Maintenant, le tribunal va demander à se retirer pour délibérer afin de rendre son verdict ou sa décision finale. Je reste avec vous. Ici, on voit deux camps d'avocats. Il y a un camp qu'on appelle partie civile et il y a un camp qu'on appelle partie de la défense. Alors, souvent, on a l'impression que ceux qu'on appelle partie civile travaillent avec les procureurs parce qu'ils sont tout le temps en train de charger les accusés, comme s'ils avaient pour mission de leur faire condamner. Eux, quand ils vont tenir leur discours de clôture, là, le dernier discours, ça s'appelle réquisition, ça s'appelle plaidoirie, comment ça s'appelle? Bien, au fait, et pourquoi ils font ça? La partie civile et le parquet peuvent aller dans un même sens. Tout comme le parquet peut se désolidariser. Absolument. Parce que n'oublions pas que c'est la partie civile parfois qui soumet une plainte qui aboutit à un procès pénal. Absolument. Donc, la partie civile est là pour enfoncer l'accusé, celle qui a accusé la personne d'avoir commis quelque chose. Vous voyez? Maintenant, le parquet, si en tout cas c'est le discernement qui prévaut, le parquet peut poursuivre à charge, tout comme à décharge. Et quand le parquet poursuit à décharge, dans ce cas, il se désolidarise de la partie civile. D'accord. Ouais, et c'est là que la relaxe peut tomber ou intervenir, et puis voilà, la partie civile est déboutée de l'action. Maître, j'étais avec vous, vous avez dit des choses que docteur n'accepte pas, et docteur, allez-y, c'est vous qui devriez avoir la parole. Allez-y, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dr Diallo a dit. Dr Sylla, allez-y. Merci beaucoup. Je voulais d'abord
préciser que, en principe, le juge a le pouvoir de requalification dans ses attributions. Okay. Et là, il y a un exemple récent qui corrobore ce que je viens de dire là. C'est l'affaire Sonko au Sénégal. Vous avez remarqué avec moi que Sonko avait été poursuivi pour viol sur une jeune dame. Et l'affaire est allée devant les juridictions sénégalaises. Mais in fine, on dit non, ce n'est pas le viol, c'est la corruption. Voilà. Ça, c'est une requalification. Je pense que Maître Pépé sera d'accord avec moi. C'est une requalification. Elle a été poursuivie pour une infraction A. Le juge a finalement retenu une infraction B. C'est la requalification. Maintenant, le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas guinéen, les événements du 28 septembre, est-ce que le juge peut requalifier les choses? Sur le principe, on est d'accord. Mais quels sont les enjeux et quelle qualification le juge voudrait retenir? Parce que là, il y a un sérieux débat sur la question. Est-ce que le juge peut requalifier les faits pour retenir les crimes internationaux? Et c'est là encore que je me dissocie un peu de ce que Maître a dit tout à l'heure. La requalification qui va dans le sens des crimes internationaux, c'est encore plus grave. Même si d'un point de vue peine, peut-être que le statut de Rome retient 30 ans, ou en tout cas des peines qui ne vont pas jusqu'au niveau des peines que le Code pénal de 2009 avait prévu. Mais le simple fait de retenir la qualification crime international comme contre un individu, c'est grave. Par nature, vous savez, je donne le cours de droit international droit pénal international. On dit que les crimes internationaux, ce sont les crimes les plus graves. Imaginez ça, c'est retenu contre un individu. Donc, il y a un enjeu en la matière à ce niveau-là. Parce que les crimes internationaux, parfois, ce sont des crimes de masse. On dit telle personne est coupable d'un crime de masse. Il a tué des centaines, des milliers ou des... Ouais, non, ce sont des crimes de masse. Et on dit les crimes les plus graves là, ça touche la conscience de toute la communauté internationale. Et en principe, toute la communauté internationale, chaque composante étatique est en droit de poursuivre au nom de la compétence universelle ce genre de crimes. Donc vous voyez, il y a un enjeu sur le point de la qualification. Ça aggrave la qualification. Je ne dis pas que ça aggrave la peine, mais ça aggrave la qualification. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut retenir. Deuxième aspect, il y a une autre conséquence juridique liée à la chose. Cette conséquence juridique-là, c'est quoi? C'est que quand on retient la notion de crimes internationaux, je ne dis pas forcément crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité et autres, je dis simplement, quand on retient la qualification allant dans le sens de dire qu'il y a eu un crime international qui a été commis, ça signifie quoi? Ce crime international qui est prévu par un texte international, même si le texte a été internationalisé, ça signifie que c'est le statut de Rome qui va s'appliquer, ou le code pénal de 2009, de 2016, parce que c'est ce code pénal de 2016 qui a été révisé pour qui a intégré les crimes internationaux dans notre ordre juridique interne. Vous voyez, c'est ça la conséquence juridique. Si on retient la qualification crime international, on va appliquer le contenu du statut de Rome, notamment le code pénal de 2016. Or, comme je l'ai dit ici une fois, les crimes ont été commis en 2009. En 2009, le code pénal en vigueur, c'était le code pénal de 1998. Ce n'était pas le code pénal de 2016. Il y a deux choses à préciser à ce niveau-là. Pour ma part, et modestement, il y a une distinction entre l'entrée en vigueur d'un traité international sur le plan international et l'entrée en vigueur d'un traité international sur le plan interne. Vous voyez? Déjà, je commence par préciser qu'il y a des conventions qui peuvent exceptionnellement s'appliquer directement dans l'ordre juridique interne. Voilà. Je dis bien c'est exceptionnel, hein, ce n'est pas le principe. Il y a des exemples, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les États membres
considèrent que, ou souhaitent que voilà, ces textes-là s'appliquent directement dans les ordres juridiques internes. Ça, c'est l'exception. Regardez un exemple, juste pour asseoir mon argumentation en la matière. Regardez l'affaire Hissène Habré. Pour que l'affaire Hissène Habré soit jugée, on a franchi 3 grandes étapes. Et ce n'est pas pour rien. 1, il y a eu la signature du texte par le représentant du Sénégal là-bas lors des négociations. Mais ça ne suffisait pas parce que c'est un texte en forme solennelle. Après, la ratification a suivi. Mais depuis que le Sénégal a ratifié, il n'a jamais intégré le contenu de la convention interdisant la torture et les traitements inhumains à son ordre juridique interne pendant des années. La Belgique a dit attention, Sénégal, tu dois juger Hissène Habré ou tu l'extrades vers la Belgique, nous on va le juger. Et la Belgique était dans son droit. Parce que en droit international et humanitaire, on dit out dedere, out judicare. Soit vous jugez le criminel international se trouvant sur votre territoire, soit vous le mettez à la disposition d'un État ou d'une juridiction internationale à même de le juger. Mais le Sénégal n'avait pas intégré le contenu de la convention à son ordre juridique interne. À chaque fois que des associations portaient plainte contre Hissène Habré devant les juridictions internes sénégalaises, ces juridictions se déclaraient incompétentes. L'affaire a perduré jusqu'en 2008. C'est seulement quand le Sénégal a révisé son ordre juridique interne pour le mettre en adéquation avec le contenu de la Convention de 1984 qu'on a pu juger Hissène Habré. Donc, vous voyez, il y a la signature, il y a eu la ratification et il y a eu la révision de l'ordre juridique interne pour intégrer le contenu de la Convention. Et spécialement la Constitution. En Guinée, revenons maintenant à l'affaire du 28 septembre. Ici, c'est nous. Est-ce que le statut de Rome est d'application directe dans l'ordre juridique interne des États? À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple à citer. Il y a plusieurs États qui ont ratifié le statut de Rome, mais modestement, je n'ai pas encore d'exemple à citer. Deuxièmement, il faut préciser que la Guinée peut voir sa responsabilité internationale engagée devant les juridictions internationales, soit la Cour internationale de justice ou peut-être même l'Assemblée générale de la CPI, parce qu'il y a l'Assemblée générale des États aussi. On peut critiquer la Guinée pour non-respect du statut de Rome. La Guinée a ratifié depuis 2003. Mais c'est seulement en 2016 que la Guinée a intégré le contenu du statut de Rome à son ordre juridique interne. Le juge interne applique essentiellement, lors d'un procès pénal, le code pénal et le code de procédure pénale. C'est vrai qu'il y a d'autres codes qui peuvent prévoir des incriminations, je ne suis pas en train de réduire, mais essentiellement, c'est le code pénal et le code de procédure pénale. Voyez? Et les faits qui se sont produits en 2009, c'était le code pénal de 2009 et le code de procédure pénale de 2008. Voilà, le code pénal de 1998 et le code de procédure pénale qui était en vigueur, je vais m'exprimer ainsi, qui était applicable à ces faits. Imaginez si les faits là avaient été jugés en 2011, 12, 13, on allait appliquer quel texte? Le texte de 1998. On allait appliquer ces codes qui étaient en vigueur en ce moment. Avec des peines Donc, plus dures. pourquoi on a attendu jusqu'en 2016? On a ratifié en 2003 plus de 10 ans. Parce que, 13 ans. C'est après 13 ans qu'on a incorporé le contenu du statut de Rome à l'ordre juridique interne. Et on veut que ce nouveau code pénal rétroagisse pour s'appliquer aux événements de 2009. Ça, je précise, je ne fais pas partie de l'avocat de Dadis. Pas de la défense. Des avocats, voilà, de la défense. Je ne suis pas de la partie civile. Je ne suis pas non plus de parquet. Et cette position que je viens de réaffirmer là, je l'avais soutenue ici. Je ne sais pas si le docteur était sur le plateau, mais Maître Kaba ce jour-là, Cheikh Ahmed Kaba était ici. J'avais affirmé ça. La Guinée, il y a une distinction entre l'entrée en vigueur du statut de Rome sur le plan international. La CPI est dans son rôle. La Guinée a ratifié depuis 2003. La Guinée doit appliquer. La CPI est pleinement dans son rôle. Tout État parti encore au statut de Rome serait dans son rôle pour traîner la Guinée devant les juridictions internationales. Pourquoi? Parce que depuis que le statut est entré en vigueur, et je précise, le premier État à ratifier, c'est le Sénégal. Le 60e État
qui a permis à la machine de la CPI de marcher, d'être en marche, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Depuis cette ratification-là, y compris celle de la Guinée de 2003, le statut de Rome est en vigueur. Ça s'applique à l'égard de tous les États partis. Mais sur le plan interne, aucune juridiction guinéenne, en tout cas, je parle modestement et sous contrôle de mes professeurs qui me suivent, aucune juridiction interne ne peut se déclarer compétente quand les événements du 28 septembre sont poursuivis sous l'angle des crimes internationaux, parce que... Sous l'angle de crimes contre l'humanité. Non, je dis internationaux, je ne vais pas orienter une qualification. Vous savez, je parle de manière... C'est juste pour ceux qui nous suivent et qui devraient comprendre. D'accord. Voilà, de manière générique, quoi. Parce qu'on dit, quand on dit, je dis crime international, c'est générique. Je ne vais pas me focaliser sur une qualification particulière. Pourquoi? Parce qu'en 2009, la qualification crime international n'était pas dans le code pénal de 1980. Mais est-ce que justement, je vais vous poser une question rapidement, en une minute. Docteur Sylla, rapidement, dites-nous, on a entendu parler quand même de fausses communes, mais il n'y a pas de transport judiciaire par rapport à ces fausses communes-là. On a entendu parler de Faban et d'autres quartiers de Conakry. Comment expliquer qu'on parle de fausses communes, qu'il y a des portiers disparus? Vous-même, vous avez cité Awaou aujourd'hui, qu'on ne soit pas parti exhumer ces corps pour vérifier effectivement si ces personnes font partie de ceux qui ont été enterrés dans ces... Alors, rapidement, on n'a pas de temps, mais juste 2 secondes sur l'amnistie. L'amnistie n'intervient qu'en amont. Qu'en amont? Oui, parce que l'amnistie, la finalité, c'est empêcher que des poursuites soient engagées contre des personnes pour des faits précis. Et une fois qu'il n'y a pas de poursuite, les personnes ne sont pas jugées, elles ne peuvent pas être amnistiées en aval. Donc, l'amnistie, pour ma part, n'intervient qu'en amont. C'est la grâce qui intervient. Et en aval pour effacer le casier judiciaire. C'est la grâce qui intervient en aval, parce que là... Maître Pépé n'est pas d'accord avec vous. Oui, juste laissez-moi préciser ma position. C'est la grâce qui intervient en aval, parce qu'on aura fini avec toute la procédure pénale. La personne est censée purger sa peine, parce qu'elle a été condamnée à une peine donnée. Et le président intervient, c'est ça, le président intervient pour glacier. Maintenant, par rapport aux fausses communes, c'est une zone, en tout cas, que nous souhaiterions avoir, en tout cas, des éclaircissements sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des disparus dans cette affaire-là. Et ces disparus-là, pourquoi on dit que ces personnes-là ont disparu? C'est parce qu'on ne sait pas où ces personnes-là se trouvent. On ne sait pas si elles sont mortes, où se trouve leur corps, ou les endroits où ces personnes ont été enterrées. Vous voyez? Donc ça, c'est une question vraiment, je me demande. Parce que si ce procès-là ne règle pas cette question-là, est-ce qu'on aura une autre opportunité pour faire face à la question des disparus? Raison pour laquelle tout à l'heure, je disais que dans mon analyse, je pense qu'on a opté pour la théorie de la globalisation. On essaie de traiter cette affaire-là dans son intégralité, les peines, la punition, la répression, disons, les réparations, et en même temps la question des disparus. Est-ce que s'il y a un procès en appel, on peut toujours faire ça? Ah, bien sûr. Les transports judiciaires, c'est à tous les niveaux. Lorsque le juge est saisi et pense qu'il a besoin de se rendre sur les yeux pour encore s'enquérir de la véracité des faits, et peut faire un transport judiciaire. Mais déjà au niveau de la première instance, là, ça aurait pu être envisagé ou envisageable pour gagner en temps. D'accord. Maître Pépé.